Le cercle RH, notre débat quotidien, et on s'intéresse aux jeunes diplômés à travers une étude réalisée par l'agence EPOCA et Harris Interactive, dévoilée dans les colonnes de l'étudiant sur le choix des jeunes diplômés, alors d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et d'universités. Vers quelles entreprises, vers quel secteur ces jeunes diplômés ont-ils envie d'entrer? On va en parler avec mes invités. D'abord Mathieu Gabet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de l'agence EPOCA. Je précise que ça fait 9 ans, Mathieu, que vous sondez les cœurs des étudiants, ce qui permet d'avoir aussi un tableau de bord, du recul, pour voir si ces jeunes évoluent dans leur choix. On parlera du sens, parce que depuis quelques années, et encore plus maintenant, les jeunes veulent mettre du sens à leur nouveau poste, leur premier poste. Kamel Medjabra, merci d'être avec nous. Faites partie de ces entreprises qui sont dans la liste des 10 entreprises plébiscitées par ces jeunes diplômés, responsable marque employeur et relations école chez Decathlon. Vous verrez tout à l'heure, on a fait un petit titre, au lieu de mettre à fond la forme, on a mis à fond les jeunes, parce que c'est vrai que c'est une entreprise, quand on pousse la porte d'un magasin Decathlon, où que l'on aille, c'est dynamique et c'est jeune. C'est une vraie volonté marketing. Avant de donner la parole à Mathieu Gabet, c'est un peu l'ADN de l'entreprise Decathlon. Bonjour. Alors, bonjour. L'ADN de l'entreprise, alors je dirais pas forcément ça. L'ADN de l'entreprise se base sur la passion du sport avant toute chose. Et puis c'est vrai que cette année, on a décidé d'être utile aux jeunes, encore plus que un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Et on a essayé de mobiliser en interne nos équipes pour trouver justement des solutions et être un peu le meilleur ami de ces jeunes en difficulté durant cette période de crise. Du coup, on s'est mobilisé avec 1000 alternances proposées et plus de 1700 stages. Donc oui, les jeunes, en tout cas, on a essayé de les aider, d'être leurs meilleurs amis, parce que dans les moments difficiles, on reconnaît les vrais amis à ce moment-là. Donc on a voulu jouer ce rôle-là, Decathlon. Decathlon est donc l'ami des jeunes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. L'ami de tout le monde, et en tout cas l'ami de ses clients aussi, j'imagine. Durant cette période compliquée, effectivement, on a décidé d'être là pour eux. Mathieu Gabet, c'est intéressant l'étude EPOCA Harris Interactive, parce qu'encore une fois, ce tableau de bord sur ces 9 ans permet quand même d'avoir du recul. Dans le grand trend, qu'est-ce qu'on peut dire de ce cru, de cette dernier cru des précédents? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Est-ce qu'il y a des choses qui restent fixes dans leur choix? Comment vous regardez cela dans cette évolution sur ces 9 ans? Alors, plusieurs éléments, Arnaud, par rapport à ça. Premier élément, c'est qu'on sort d'une période évidemment exceptionnelle à tous les niveaux. 18 mois de crise sanitaire. Cette étude, elle a été réalisée au mois de mai et au mois de juin 2021. La précédente avait été faite en plein confinement. Et donc, notre vrai comparatif, c'est 2019. Donc, de vraies évolutions par rapport à 2019 pour la première fois. Les 7 premières éditions étaient finalement une longue continuité. Là, il y a des véritables changements de comportement, d'attente, tant par rapport à ce qu'ont pu faire les entreprises que dans les attentes les plus concrètes et les plus opérationnelles de la part de ces étudiants et diplômés de grandes écoles et universités. Après, on pourra revenir évidemment sur les grandes tendances qu'on peut observer. Exactement. Je voudrais juste qu'on voit cette animation graphique, elle est tirée d'ailleurs de votre étude, EPOCA Harris, sur le classement des 3 premières entreprises. On a Danone, L'Oréal et Google. Compte tenu que L'Oréal était en tête, vous me confirmerez qu'elle était numéro 1 de ce classement, puis elle vient de légèrement rétrograder à la 3e position, et c'est Danone, une entreprise à mission. Je ne sais pas si... Je vous pose la question, en lisant ce classement, je me dis, tiens, Danone, l'agroalimentaire, tiens, est-ce que c'est parce que c'est l'entreprise à mission qui les attire? C'est très intéressant de voir que Danone, elle émerge, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils étaient 7e l'année dernière. Exactement. Et que là, on peut parler d'une vraie transformation, d'un vrai changement. C'est pas le cas quand on passe de 2e à 3e. Non, là, il y a une vraie montée. C'est quelques points d'écart, c'est pas significatif. Là, il y a un vrai changement. Donc, il y a ce volet, effectivement, d'entreprise à mission. Les gens sont souvent surpris. On sait ce qui s'est passé avec Emmanuel Faber, chez Danone, etc. Mais le fait d'avoir parlé, finalement, de l'entreprise, l'impact de la parole du dirigeant par rapport à ces jeunes, il n'est pas très élevé. Par contre, la réalité de ce qu'elle est, la réalité de ce qu'elle met en œuvre, la réalité de son positionnement et de sa promesse employeur ou de son activité et de sa responsabilité sociale et environnementale, là, on a un véritable impact. Donc en ça, et Danone, on a fait une étude grand public auprès de 5000 personnes partout en France, une autre étude où très clairement Danone ressortait très fortement sur ce volet-là, et c'est ce volet marquant qu'on a. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les entreprises gagnantes sont celles qui ont la bonne stratégie de communication. Et la bonne stratégie de communication, c'est pas forcément d'avoir la meilleure campagne de com. Pourtant, je dirige une agence de communication, on accompagne 350 clients et au quotidien, c'est quoi ? On fait en sorte
sorte d'avoir la communication, la publicité, les outils les plus élaborés. C'est la régularité, Arnaud, de ce qui est fait. C'est le fait de s'adresser non seulement aux gens qui nous aiment et qui pensent à nous, mais aussi à tous ceux à côté pour leur faire découvrir la réalité de l'entreprise. Et pas avec des slogans, mais avec du concret, avec du vrai, avec des témoignages, avec des collaborateurs, avec des ambassadeurs. C'est ça qui va donner des résultats efficients et efficaces. Que le contenu correspondent évidemment, que le contenant corresponde au contenu. Vous avez été fier, j'imagine, de voir que vous étiez Decathlon dans cette liste, 7e position, et puis vous êtes dans les 3 premières entreprises lorsqu'on est dans les secteurs de la distribution. Comment vous l'expliquez? Parce que vous êtes un peu au pilotage de cela, c'est-à-dire vous êtes un des acteurs qui justifie ce classement. Comment vous l'expliquez? Alors, déjà, pour répondre à la question, oui, on est content. En tant que passionné de sport, forcément, les classements, ça nous parle. Chez Decathlon, en tout cas. Alors, comment l'expliquer? Ça passe par la mobilisation aussi de nos équipes. On est 23 000 en France, donc potentiellement 23 000 ambassadeurs de Decathlon. On a des ambassadeurs écoles qui œuvrent pour rendre Decathlon accessible auprès de leur ancienne école. Donc, ils vont parler de Decathlon, essayer de faire découvrir l'entreprise. Des sortes d'alumni qui viennent aussi expliquer que c'est sympa d'y bosser. Exactement. Cette année, on lance une autre mission aussi auprès de nos alternants et stagiaires pour leur permettre justement de proposer des actions dans leur école directement. Et derrière tout ça, c'est hyper important. Et je rejoins Mathieu. Chez Decathlon, on a longtemps communiqué sur le sport, la passion du sport. On le sait en externe que Decathlon, c'est du sport. Et aujourd'hui, on en a profité avec cette crise économique, cette génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi, qui est très engagée en quête de sens, pour communiquer sous un œil et un angle différent sur ce que l'on fait et sur les actions que l'on mène chez Decathlon. Donc faire bouger le monde est un sport collectif. C'est notre nouvelle marque employeur, notre nouvelle signature. C'est pour montrer Decathlon sous un nouvel angle et en montrant les actions quotidiennes de nos coéquipiers et coéquipiers. Danone, on vient de l'évoquer, c'est une entreprise à mission. Il y a toute une réflexion globale sur la manière, la qualité des produits, sur la manière dont on les fabrique, la manière dont on va les vendre. Decathlon, c'est quoi l'argument? Parce que vous avez, j'imagine, des candidats, voire même des talents, université, école de commerce, école d'ingénieur, un peu moins école d'ingénieur, mais école de commerce, université. Quand même, je crois qu'il y a beaucoup de non, mais il y a des gens qui cogitent et qui font du R&D, qui préparent les produits, évidemment, mais quand ils vous challenge sur le sens, sur l'idée qu'ils viennent d'où vos produits, où est le sourcing, est-ce que là, vous menez une réflexion aussi de votre côté sur cette question? C'est hyper important. On prône la transparence. C'est hyper important de ne pas les prendre pour des imbéciles, ces jeunes. Ils sont très intelligents. Donc très documentés souvent. Très documentés, même plus que nous parfois. Et ils sont très challengeants, donc on se doit d'être authentique, sincère et transparent avec eux. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Vous, votre quotidien aussi, Kamel, c'est quoi? C'est d'aller dans les grandes écoles? C'est d'expliquer que chez Decathlon, comment ça se passe, le quotidien de quelqu'un qui s'occupe du lien grandes écoles? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de rendre accessible Decathlon. Donc finalement, c'est de pouvoir faire découvrir les coulisses de l'entreprise, les backstage de Decathlon au plus grand nombre d'étudiants, au plus grand nombre de candidats, d'une manière plus générale, et c'est de leur montrer Decathlon sous un nouvel angle. Parce que souvent, Decathlon, on associe à nos magasins, ce qui est normal. Vous avez raison, et c'est pour ça que Mathieu m'a repris, parce qu'il y a des ingénieurs, il y a du R&D. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions sur les produits. Exactement. Donc, chez Decathlon, ce n'est pas que 5 métiers, effectivement, que l'on peut voir, qui sont visibles dans nos magasins. C'est plus de 300 métiers, c'est 9 filières, et depuis plus de 30 ans, on est concepteur. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. On a de la R&D, on a de l'éco-conception. Notre sens, c'est d'être utile aux gens et à la planète. On se doit du coup d'œuvrer et ça passe par des actions concrètes dans les écoles. Vous voyez que je commence à être vieux puisque les jeunes sont très documentés sur ce que vous évoquez là. C'est-à-dire qu'au-delà des magasins que l'on pousse pour acheter un produit quelconque, ils ont compris que cette entreprise derrière, elle fabriquait, elle avait aussi un impact sur la planète, Mathieu. Et on le voit effectivement, le classement de Decathlon qui est 2e dans les universités, c'est aussi le lien entre finalement ma marque employeur et ma marque grand public. Et forcément, le pouvoir de frappe d'une entreprise et d'une marque comme Decathlon, il est très fort et très global, puisqu'on voit les produits, les marques, les magasins partout. Et ça se reflète dans la perception des universitaires encore plus. Dans les grandes écoles, c'est un peu différent, parce qu'il y a aujourd'hui une concurrence et une compétition. Aujourd'hui, on a 350 clients chez Epoca. Ces 350 clients, ils veulent être un employeur de référence auprès de toutes ces grandes écoles. La fameuse marque employeur. Et d'aller adresser les universités, c'est une autre... et prendre les meilleurs. C'est beaucoup plus compliqué que d'aller adresser les grandes écoles, même si ça demande, comme le disait Kamel, advocacy, ambassadoriat, digital ou physique, réseau d'alumni, étudiants relais, alternants. C'est des choses toutes bêtes, c'est de la com
sans être que de la com, mais c'est ça qui à la fin C'est du relais, c'est de l'image. Va permettre de faire en sorte d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents. On a parlé des écoles de commerce et des universités. Parlons un peu des ingénieurs. Alors, vous avez aussi, vous n'êtes pas dans le classement des ingénieurs parce que les entreprises. Ils sont quand même un peu plus loin. Vous êtes plus loin, vous n'êtes pas dans les 3 premiers, puisque là, les écoles d'ingénieurs que vous avez sondées, c'est Thales qui arrive en tête. Il y a le groupe Dassault, et puis en deuxième position, le CNRS. Moi, en lisant cette étude, je me suis dit, tiens, le CNRS. Alors Thales, je comprends très bien, parce que Thales, c'est une entreprise extrêmement dynamique. Le CNRS... Alors, non, mais si on revient quand même 2 secondes sur Thales, c'est le même phénomène que Danone par rapport au classement général. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient à une place un peu plus lointaine, ils ont gardé le lien, ils ont continué, et on est bien placé pour le savoir, puisqu'on travaille beaucoup avec eux sur toute leur stratégie sociale, sur toute leur stratégie digitale, sur toute leur stratégie d'influence. Et très clairement, le fait de garder ce lien-là, en ayant une bonne communication, Oui. en ayant des collaborateurs ambassadeurs, ça participe à faire la différence, surtout, comme Kamel le disait, dans une période où quand même beaucoup d'entreprises et d'institutions, et d'ailleurs ça a été assez critiqué par ces jeunes, ont arrêté d'être présents. Moi je le vois, notre activité de marque employeur, elle a quasiment été divisée par 2 pendant la période de crise. Aujourd'hui, on a un appel par jour d'entreprise qui veut qu'on l'aide justement à être un employeur de référence. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément... Parce qu'il y a la guerre des talents et il y a une pénurie. Un million d'offres d'emploi non pourvues aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, il manque encore un tout petit peu de lucidité, ces jeunes des grandes écoles et d'universités, parce qu'ils ont encore un petit peu peur de leur avenir. Il faut dire qu'on vient de traverser une période où on les a laissés tout seuls et c'était assez... Le sondage dit 2 choses. Ils ont un peu peur, puis en même temps, ils considèrent quand même que cette année, ils vont avoir plus de possibilités d'avoir un emploi plus rapidement. Enfin, vous voyez, c'est sûr. C'est à double cliquet. C'est qu'ils sont inquiets. Voilà, c'est mieux. Par rapport à 2019, qui reste quand même notre année des talents, il y a encore un écart qui est relativement significatif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt 1 million d'offres d'emploi non pourvues. Et au quotidien, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas du mal à trouver des talents, quels qu'ils soient, à tous les niveaux. Et n'oublions pas qu'on a aussi un pourcentage de salariés qui ont décidé de changer de vie au travers de ce qui se passe, et qui aujourd'hui ne sont plus sur le marché du travail. Et donc, c'est techniquement 10, 15, peut-être % de population qu'on n'a plus. Donc, ça change beaucoup de choses. Après, par rapport à votre question sur le CNRS... Ouais, le CNRS, une image un peu, excusez-moi, d'un peu abrupte, un peu vieillotte, un peu vieille institution créée par le général de Gaulle, me semble-t-il, qui est un peu ancienne et pourtant plébiscitée par ces jeunes qui disent, moi, je vise le CNRS. Pourquoi ? Alors, c'est une institution, effectivement, donc il y a l'aspect positif et négatif. Le côté vieillot, peut-être que c'est le cas, je ne suis pas sûr que les équipes au CNRS le voient comme ça, ils pourraient nous Ils vont expliquer. apprécier, on les réinvitera. Exactement, et je pense qu'au contraire, ils ont développé plein de choses. Il y a beaucoup d'innovations, plus moderne, il y a beaucoup de R&D, etc. Et quand on regarde les secteurs d'activité ou les fonctions que veulent exercer les jeunes en école d'ingénieur, finalement, on y retrouve ça. Et puis, c'est aussi sans doute une part d'équilibre, vie pro, vie perso, peut-être un peu différente, qu'on peut imaginer peut-être plus facilement alliée dans ce type d'établissement, c'est-à-dire faire de la recherche de pointe, d'être au plus haut niveau, en étant dans une logique et dans un rapport équilibre de vie privée, vie perso, qui est peut-être un petit peu différent. Justement, je vous interroge, comment ça se passe parce que là, on a des chiffres qui sont intéressants sur les critères des étudiants pour travailler dans une entreprise. Il y a quelques années, c'était le salaire qui arrivait en tête. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que, ça fait écho d'ailleurs à ce débat, vous avez des jeunes qui disent, moi, j'ai pas vraiment envie de monter en grade, j'ai pas envie d'être manager, parce que j'ai aussi envie de garder une vie privée, des activités associatives ou une vie familiale, tout simplement. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique dans les recrutements de talents, où on vous dit, écoutez, moi, je viens, mais il faut mettre 2 jours de télétravail, il me faut mettre... Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là chez Decathlon ? Alors, je pense que toutes les entreprises, à un moment donné, ont été ou vont être confrontées à cette difficulté. C'est vrai que c'est une génération qui change, nouvelle, plus exigeante, exactement, qui place leur projet de vie au cœur de leur écosystème, comparé aux générations X. Où nos parents bossaient. Qui mettaient le travail au cœur de leurs préoccupations. Donc là, c'est totalement différent. Je pense qu'il ne faut pas être effrayé. Au contraire, il faut les écouter et faire en sorte de créer des écosystèmes favorables dans l'entreprise, s'adapter à eux et les accueillir de la même manière. De la bonne manière. Beaucoup de recherche de sens finalement dans ce qu'ils cherchent. Et intéressant de voir aussi, on parle beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, il n'y a que 10% de ces jeunes qui considèrent que c'est un critère décisif pour rentrer dans une entreprise. Donc il faut relativiser. Et n'oublions pas qu'on a une génération qui a passé son temps dans son école ou dans son université à être à distance, à ne pas pouvoir être dans la vie finalement d'un jeune à 20-25 ans.
et qui n'a pas les repères en entreprise. Donc oui, il y a cette demande-là, mais je pense que le sujet du télétravail va disparaître très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas télétravail ou pas télétravail, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, sur les bons sujets. Télétravail, ça fait 25 ans que ça existe et qu'on peut le faire. Après, ce qui a changé, c'est les pratiques managériales, l'acceptation, la capacité de le faire. Et je pense que ça fonctionnera d'autant mieux qu'on sera non pas dans un télétravail subi, mais dans un télétravail choisi. Oui, enfin, je vous rejoins Mathieu, on est passé de l'exception à la règle. Exactement. C'est ça le télétravail existait déjà, mais on l'a généralisé par des accords, des milliers d'accords de télétravail. Cette problématique, elle est sur la table de chez Decathlon, des talents, des ingénieurs, des diplômés de bonnes écoles ou de grandes écoles qui vous disent « si j'ai pas de télétravail, je viens pas chez vous ». Ça pourrait arriver, hein. J'ai pas d'exemple précis. Ça pourrait arriver, vous ne répondez pas à ma question en fait, depuis tout à l'heure. Ça pourrait arriver, hein. C'est peut-être déjà arrivé, effectivement. Après, on a un vrai enjeu, de toute manière, comme le disait Mathieu, hein, de s'adapter au contexte. Le télétravail, pour nous, c'est pas un vrai sujet, hein, tant qu'il est encadré comme il se doit. On a pu le voir, hein, en retour du confinement, le plaisir des équipes à revenir sur site, à pouvoir interagir, échanger de vive voix avec les équipes. Donc nous, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de se dire, heureusement qu'on a la possibilité de se réunir, de se rencontrer. Chez Decathlon, après chaque réunion, on aime faire du sport, on aime fêter les victoires. Et avec le contexte compliqué, c'était insoutenable, invivable. Et là, le fait de se retrouver, finalement, je veux dire, c'est ça le vrai sujet. Et le vrai enjeu pour nous, c'est de permettre aux équipes de renouer un lien fort qu'on avait peut-être pas perdu. Non, mais qui s'était un peu délité, évidemment, par les visios, par les apéritifs à distance ou les petits déj à distance. Et puis, il y a tout un volet informel, créativité, innovation, où on a démontré qu'on pouvait presque tout faire avec du télétravail. Maintenant, à quel prix, avec quel temps ? Et nous, on a mesuré très clairement que sur tout ce qui est innovation, créativité, intelligence collective, on arrivait à faire énormément de choses, mais que le coût temporiste pour pouvoir faire la même chose était entre 15 et 20% supérieur à ce qu'on est capable de faire avec de l'échange informel, en se prenant un petit café, en échangeant dans les couloirs. Un mot sur les cabinets de conseil, parce qu'eux aussi ont été sondés. C'est KPMG qui est en tête pour ces cabinets. Comment vous l'expliquez pourquoi ? C'est un cabinet, là aussi, qui a fait des efforts, et pas seulement d'ailleurs sur les jeunes, mais sur la parité, sur la diversité, qui a une marque employeur assez forte. Alors, c'est très intéressant de regarder le secteur de l'audit. C'est un secteur qui est peu apprécié par les jeunes. Oui. C'est 11% d'attractivité en tant que secteur. Ça arrive très bas et très loin de beaucoup d'autres secteurs. Par contre, tous les acteurs du secteur, les Big Four plus Mazars, grosso modo, ont des résultats et des performances extraordinaires. Pour une raison très simple, c'est que pour eux, recruter, c'est vendre, Arnaud. Avoir les bons talents, c'est faire en sorte derrière d'avoir les bonnes missions. Donc c'est juste indispensable. Et donc ça fait des années qu'ils ont travaillé le sujet, qu'ils ont continué, et c'est sectoriel et on peut vraiment les féliciter, un peu comme ce qu'a fait Decathlon, ils ont gardé le lien. Ils font partie des 20-30% d'entreprises qui ont gardé le lien, qui se sont engagés quand ils avaient dit on va vous recruter au mois de septembre, qui ont décidé quand même de recruter au mois de septembre, même s'il y avait de l'incertitude, même si c'était en télétravail. Et donc ça, fidélité dans la parole. Ça a été perçu. Et puis, c'est aussi des entreprises qui sont B2B, qui n'ont pas de visibilité grand public comme une marque comme Decathlon, comme Apple, comme Google, etc. Et donc, ils sont obligés d'aller faire de l'action terrain, qui sont obligés de monter des dispositifs efficaces et efficients. On en accompagne beaucoup chez Epoca pour faire en sorte d'être vus, d'être connus, d'être reconnus. Donc, ils bossent beaucoup sur le sujet. Ils ont des équipes qui sont présentes au quotidien. Ils ont gardé des campus managers, ils ont gardé des gens qui font de la prescription sur les réseaux sociaux. Ils en sont récompensés. Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, ils arrivent à surperformer. Le secteur de l'audit, qui n'est pas très attractif, arrive à avoir des surperformances et à rentrer quasiment tous dans le top 20 des entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. Juste un mot avant de nous quitter. Il y a un livre intéressant qui s'appelle La fracture, écrit par Stewart Shaw et Frédéric Dabi. On les a reçus sur ce plateau. C'est un livre qui raconte aussi 5 études depuis presque 30 ans de la jeunesse à travers des sondages. Et cette jeunesse, il en ressort un élément très fort, c'est qu'auparavant, elle était très politisée et très proche de l'État, et que dans la dernière étude, et donc le livre le raconte, ils sont beaucoup plus proches de l'entreprise que de l'État. L'État est très bas dans les items, ils considèrent que c'est l'entreprise qui peut changer le monde. Et paradoxalement, par rapport à cette étude-là, ils sont assez critiques à l'égard des GAFA en disant finalement, ce sont des suceurs de sang, nous on préférait créer notre boîte ou bosser dans des start-up.
Et pourtant, dans cette étude, il plébiscite, et Decathlon en fait partie, Google et Apple. Comment vous l'expliquez? Il y a quoi? Il y a une forme de challenge, c'est fun, il y a un intérêt à bosser dans ces grands groupes américains qu'on appelle les GAFA. Quelle analyse vous faites? Il y a une forme de paradoxe, effectivement, par rapport à ça, parce qu'on dit Startup Nation, on a envie d'aller dans des petites boîtes, etc. Quand on regarde très concrètement les jeunes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent monter leur boîte, etc., il n'y en a pas tant que ça, et même au moment de décider et de finalement y aller, on en parle, mais on ne le fait pas. On va dans un grand groupe international. Après, il y a un effet d'innovation, il y a un effet d'excellence opérationnelle, qui fait qu'effectivement, des entreprises comme Google ou comme Apple sont extrêmement attractives, et ça fait des années que c'est le cas, et ça ne bouge pas. Après, ça n'empêche pas qu'on peut être relativement critique sur un certain nombre de choses, sur ma vie privée, sur l'empiètement qu'il peut y avoir derrière, mais aujourd'hui, ça ne touche pas les jeunes générations sur le volet de la marque employeur et sur l'attractivité des secteurs et de ce qu'ils peuvent provoquer derrière. Ouais, c'est intéressant, vous répondez clairement parce qu'effectivement il y a cette déphase, il y a ce qui est dit et puis ensuite il y a ce qui est vécu concrètement et on va plutôt dans des grands groupes parce qu'on est bien rémunéré, on y apprend des choses. Et ce qu'on ne regarde pas aujourd'hui, Arnaud, dans cette étude, c'est finalement les entreprises, on ne leur demande pas quelles sont les entreprises que vous n'aimez pas. C'est vrai. Je pense que les résultats de Google, d'Apple, Facebook seraient très mauvais. Ouais. Reviendrait de fait, exact. Exactement, ils feraient partie des premiers pas aimés, mais ils font partie des premiers aimés aussi de l'autre côté. Donc c'est ce clivage-là qui est extrêmement intéressant. Decathlon fait partie donc dans le critère université des entreprises plébiscitées, parmi lesquelles je leur dis Google et Apple. Vous entendez cet argument qui est cette jeunesse, parce que vous êtes, Kamel, vous êtes jeune, vous incarnez aussi cette nouvelle génération de managers, de jeunes qui disent finalement c'est pas l'État qui va transformer la société, mais c'est les entreprises. Est-ce que vous êtes aussi vous dans ce modèle-là à titre personnel? Carrément, et aussi un autre élément de réponse que je peux apporter, c'est de se dire l'enjeu est encore plus fort de rejoindre les grands groupes pour faire bouger les lignes, pour faire bouger le monde, puisque finalement l'impact des grands groupes est hyper important et encore plus fort que d'autres entreprises. Et très concret, j'ai envie de dire, très opérationnel. Exactement, et c'est pour ça qu'on invite d'ailleurs avec notre nouvelle marque employeur les candidats à faire bouger le monde en disant que faire bouger le monde est un sport collectif. On a chez Decathlon, mais avec les autres. Et donc, on leur donne quelque part une mission de faire bouger le monde et de nous accompagner à le faire sous l'angle sportif. On entend bien le discours ambassadeur, l'idée quand même qui est du relais. C'est essentiel. Je voulais dire Mathieu par rapport à Kamel, par rapport justement, puisqu'on a travaillé avec Kamel et ses équipes sur ce projet-là, et c'est vrai que c'est extraordinaire de travailler avec les équipes de Decathlon, parce qu'on est dans la co-construction, dans le challenging permanent, on a un quart d'heure de pause, et on se pose, on réfléchit, on challenge, dans une écoute bienveillante, et c'est aussi ça, et c'est la réalité de ce qu'ils vivent, et c'est pour ça qu'on peut construire aussi des campagnes de communication aussi performantes chez Epoca. Un dernier mot, puisqu'on n'a pas évoqué Decathlon aussi, qui est dans la grande distribution, qui est en tête. On est d'accord, vous êtes premier à côté d'IKEA et de Fnac Darty, puisque cette animation, on ne l'a pas vue, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs classements. Le classement général et ensuite par secteur. Et dans le secteur grande distribution, c'est vous qui êtes numéro 1, suivi d'IKEA et de la Fnac Darty. Donc là, vous êtes numéro 1 en tête du podium. Ça aussi, vous en faites quoi ensuite de ce résultat? Vous le faites descendre dans l'entreprise, vous dites, regardez Decathlon, ce qu'on est en train de faire. J'imagine que ça en renvoie de la fierté à tous les collaborateurs, ça. Ça renvoie de la fierté, tout à fait. Après, ça n'empêche pas et ça n'enlève pas le fait que la filière grande distribution spécialisée n'est pas une filière très publicité, très attractive. C'est le paradoxe qu'on évoquait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Apple, Google, ou inversement, Apple, Google, exactement. Là, vous cherchez des postes avant de nous quitter, j'imagine. Vous êtes aussi en pénurie, vous êtes à la recherche de talents et de postes? Tout à fait, et encore beaucoup dans les métiers du digital, où effectivement, toutes les entreprises s'arrachent les talents du digital. Et également dans nos magasins, pour tout ce qui est réparabilité, dans nos ateliers, on recherche des techniciennes et techniciens ateliers. Donc les fameux vélos, les attentes vélos. Exactement. Et les attentes entre les jeunes d'un côté et les besoins, il y a une forme de dichotomie. Aujourd'hui, en école de management, des gens qui veulent faire du commerce, il n'y en a pas beaucoup. Et dans les écoles d'ingénieurs, on veut se diriger vers de la R&D, c'est pas là où il y a le plus de postes. Dans l'informatique, on est à moins de 20% d'attractivité de la fonction, alors que c'est là où il y a les besoins. Donc là, les écoles aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, doivent faire attention à ça et pas être seulement dans une logique consumériste par rapport à ce que souhaitent les jeunes parce que c'est sexy. Pareil, on pourrait reparler du secteur de luxe. Il faut répondre aux besoins. Du luxe dans les écoles de management. Le problème, c'est que les postes dans le luxe, il y en a très peu. Donc, et en plus, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, si on pouvait travailler ça, les entreprises le font. Il faudrait que les écoles le fassent encore plus. Elles le font un peu. Il faudrait que l'État travaille le sujet. Attention de ne pas trop vendre de rêves et soyons pragmatiques. C'est ce que dit Mathieu Gabet. Allons aussi vers des secteurs où il y a besoin de cadres, d'ingénieurs, de managers. Et
pas uniquement chez LVMH, qui d'ailleurs, vous avez remarqué, est très bien placé dans le cœur des jeunes diplômés. Ils ont deuxième position LVMH, me semble-t-il. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, Mathieu Gabet. Vous êtes le président de l'agence EPOCA. Et cette étude à retrouver sur le site d'EPOCA et puis sur le site d'Aris Interactive, si je ne m'abuse, puisque je l'ai vu aussi à cet endroit. Merci à Kamel Medjabra. C'était un plaisir de vous accueillir. Le renouveau, cette jeunesse, responsable marque employeur et relations école chez Decathlon, numéro 1 dans la grande distribution spécialisée dans cette étude Aris EPOCA. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Là aussi, vous allez me dire, on répète la même chose. Ce sont des entreprises qui cherchent à recruter. C'est un parc d'attractions. On le connaît tous, c'est le parc Astérix. Fin des contraintes Covid, eh bien les parcs ont réouvert leurs portes et ils embauchent. Et c'est pas si simple. On en parle, c'est tout de suite.